Merci de me donner la parole. C'est pas du tout une clause barbare, c'est une clause très intéressante qui est l'avenir peut-être de la médiation, non pas pour les toutes petites entreprises qui n'avaient pas l'habitude de recourir à l'arbitrage, mais pour des entreprises plus importantes qui n'allaient pas en médiation parce qu'elles n'allaient qu'à l'arbitrage. Je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Alors, c'est le terme que je trouve barbare, voilà. C'est le terme. Le thème de cette conférence est très intéressant parce qu'on parle de performance. Et la performance, normalement, c'est à l'issue d'une compétition sportive. On regarde les résultats et qui a le meilleur score, qui a gagné. Et pour améliorer la performance de l'entreprise, eh bien, on a des indices. Et l'indice, un des indices importants, c'est l'indice de création de valeur et d'éviter de perdre de la valeur et perdre des fonds et altérer sa trésorerie avec des procès qui sont longs, coûteux et qui sont parfois aléatoires. Alors, quelques petites observations préliminaires. J'ai vu la semaine dernière dans les Échos, le 27 février, un article très intéressant qui disait, et c'est là de la provocation aussi, les chefs d'entreprise doutent de l'impartialité de la justice. Et c'est vrai que quand on est un avocat d'entreprise, on entend des chefs d'entreprise qui, croyant avoir eu un très bon dossier, l'avoir très bien préparé, ont eu la malchance peut-être de tomber sur des magistrats qui connaissaient pas bien le problème technique qui se posait, qui n'avaient jamais mis les pieds dans une entreprise, et ça, faute à la formation que nous avons aujourd'hui en France, des magistrats, des avocats, des juristes qui sont tous chacun dans leur chapelle, pas de formation commune. Ça serait bien que les magistrats viennent dans les entreprises et voient comment ça se passe. Et donc, fragilité de la justice. On nous a dit qu'on simplifiait le droit et la procédure. Or, pour tous ceux qui sont des juristes dans cette salle, si vous avez lu les derniers textes des dernières réformes en matière de procédure civile, c'est pas du tout une simplification, c'est un parcours du combattant, un nombre de choses épouvantables, et donc encore une fragilité potentielle de la justice. Alors, les grosses entreprises, qu'est-ce qu'elles faisaient? Eh bien, elles voulaient pas se livrer aux juges. D'ailleurs, là, c'est un terme un peu barbare, se livrer. On a l'impression qu'on y va sans défense et sans espoir de retour. C'est pas vrai. Mais beaucoup d'entreprises ne voulaient pas se livrer aux juges, voulaient assurer la confidentialité de leurs litiges, et donc elles allaient en arbitrage. Et quand on était arbitre, on regardait la médiation de haut, avec un peu de condescendance. Je peux vous le dire en connaissance de cause parce que j'ai eu la chance d'être associée avec un arbitre dans le nec plus ultra de l'arbitrage, c'est la CCI, et qui m'a dit « Ah bon, vous faites de la médiation ?» Et alors j'ai vu ce que c'était que la condescendance parce que c'était une bienveillance teintée de mépris, et donc j'ai dit bon, « C'est pas grave, je continue à croire en la médiation ». J'ai commencé à être médiateur en 2003 parce que, en tant qu'avocat, j'avais toujours essayé de trouver des solutions intelligentes, amiables avec mes adversaires, avec plus ou moins de réussite, mais j'avais toujours eu le goût de trouver une solution rapide, efficace, et j'ai été passionnée par les principes même de la médiation qui font que on aide les parties à savoir d'abord qu'est-ce que c'est leur litige, de quoi on parle, pourquoi elles en sont là, comment elles en sont arrivées là, et puis qu'est-ce qu'on va construire comme solution, quel est le vrai besoin, les vrais intérêts de la partie qu'on lui fait voir, et puis finalement elle arrive à trouver une solution. Je trouvais ça très intelligent dans les dossiers. Et puis le mépris de mes amis qui faisaient de l'arbitrage, finalement c'est moins manifesté. Et puis on a vu que en 2014, donc c'est pas très vieux, même la CCI avait promulgué un règlement applicable à la médiation. J'ai vu que très récemment, de nombreux petits déjeuners et de nombreuses conférences avaient lieu sur « Ah, mais on peut peut-être unir l'arbitrage et la médiation ». Et donc, aujourd'hui, je vous parle d'un être hybride qui sont les clauses MED-ARB, et je vous en parle parce que je pense que c'est l'avenir de beaucoup de litiges en matière d'entreprise et de performance d'entreprise. Pourquoi? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que les clauses de MED-ARB? Comment on les rédige? Quels problèmes procéduraux nouveaux ça pose et qu'est-ce qu'on va en faire dans l'avenir? Alors, la clause MED-ARB, c'est une clause hybride parce que ça mélange deux techniques. La médiation, je vous l'ai expliqué, vous le savez tous, ce sont les parties qui trouvent elles-mêmes leur solution. Quand on est en arbitrage, on a un arbitre ou un tribunal arbitral et il va rendre une sentence. Et la sentence, c'est une décision qui équivaut à un jugement, elle doit être appliquée et on n'est pas maître de la sentence que l'arbitre va rendre. La clause de MED-ARB va combiner les deux systèmes. On va dire aux entreprises, et c'est un discours qui est très bien entendu aujourd'hui, notamment dans les affaires internationales, vous avez toujours voulu recourir à l'arbitrage.
Les entreprises commencent à en avoir un peu marre de l'arbitrage. Pourquoi? Parce que l'arbitrage est très cher. On sait que les frais d'arbitrage sont conséquents. Et puis l'arbitrage, c'est énormément judiciarisé. C'est-à-dire qu'on allait en arbitrage pour éviter les aléas de la justice, la longueur, la lourdeur, les audiences. Et finalement, dès qu'il y a un problème en arbitrage, on va voir le juge d'appui, ça se judiciarise. Et donc, tout ce que nous disent nos clients entreprises, c'est que l'arbitrage, bon, on y va parce que c'est confidentiel et que ça se fait dans notre branche d'activité, mais on en a un peu marre. Donc, ce qu'on propose aux entreprises, c'est de mettre une clause barbare dite MED-ARB. C'est une clause qui dit, dans votre contrat, dans votre pacte d'actionnaires, dans vos statuts, en cas de difficulté, vous allez prendre l'engagement de recourir à la médiation. Et c'est pas juste une clause de best effort, on va essayer de... Non, vous prenez l'engagement, et je dirai pourquoi ensuite, parce que ça a donc conséquences procédurales très importantes, vous prenez l'engagement de recourir à la médiation. Et puis, ce n'est que si la médiation ne marche pas, que vous aurez recours à l'arbitrage. Donc c'est une valse à deux temps, c'est une hybridation de deux espèces différentes. D'abord la médiation, ensuite l'arbitrage. C'est ça la clause MED-ARB. Je signale simplement pour le fun qu'il y a un autre système qui est applicable pour simplifier les choses, qui est une autre clause barbare qui s'appelle la clause ARB-MED. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est une invention anglo-saxonne qui permet de gagner du temps et d'éviter de dépenser trop d'argent. Et qu'est-ce que c'est? On met en œuvre un arbitrage. L'arbitre va rendre une sentence. Sa sentence sera enfermée dans une enveloppe cachetée. Mais après que cette sentence ait été rendue dans le secret de l'arbitrage et qu'elle ait été mise dans une enveloppe cachetée, on initie une médiation. Et on initie une médiation avec celui qui a été l'arbitre. Et les parties ne savent pas ce qu'il y a dans l'enveloppe. C'est une histoire très intéressante. Et c'est un jeu, un pari pascalien. Si la médiation marche, parce que les parties arrivent à se mettre d'accord, l'enveloppe, elle est jetée et on ne saura jamais quel était le contenu de la sentence arbitrale. Et si ça ne marche pas, l'arbitre, il ouvrira l'enveloppe et il dira, voilà, ma sentence, c'était ça. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça, les anglo-saxons? Parce que ça évite des frais et ça fait gagner du temps. Pourquoi pas? Alors on n'a pas fait ça dans ma pratique professionnelle. J'en suis à la première clause barbare, MED-ARB. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la clause MED-ARB? Il y a des clauses types que l'on trouve sur les sites des grands centres de médiation et ce sont des clauses qui ne sont pas suffisantes. Parce que ce sont des clauses qui disent que les parties vont recourir à la médiation et que si la médiation ne marche pas, elles vont recourir à l'arbitrage. C'est pas suffisant, pourquoi? Parce qu'une clause bien faite doit préciser beaucoup d'autres choses. Quel va être le lieu de cette médiation et de cet arbitrage? Quelle va être la langue applicable? Quand on est dans des dossiers internationaux, c'est très important de savoir en quelle langue on va s'exprimer. Quelle va être la durée de la médiation? Il ne faut pas qu'une partie de mauvaise foi fasse durer de façon inconsidérée la médiation pour enterrer le dossier avant de passer à l'arbitrage. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a toute une série de cas pratiques à mettre dans le texte même de la médiation. Et j'ai assisté avant-hier, ça tombait bien, à une conférence très intéressante qui a été organisée à Paris, à la Maison des avocats, par une association qui s'appelle Droit et Procédure. Alors, ce sont vraiment des gens extrêmement compétents en matière de procédure civile, et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment avec toutes les réformes qui nous sont tombées dessus, et par la CE, donc l'association des avocats conseil d'entreprise dont je fais partie. Et le thème était la validité des clauses dans les modes alternatifs de résolution des litiges, sachant que l'orateur a commencé non pas par le contenu des clauses, mais a commencé par les sanctions en cas de clause nulle. Et une clause nulle, c'est une clause qui n'est pas compréhensible, qui n'est pas efficace, qui laisse place à une incertitude. Je reviens à mon propos précédent. Si vous mettez dans une clause de médiation, dans un contrat, que les parties pourront engager une médiation, ça ne va pas du tout, parce que c'est une possibilité et ce n'est pas une obligation. Or, c'est très important que ce soit une obligation. Pourquoi? Parce que vous savez tous qu'il y a une jurisprudence de la Cour de cassation de 2003 qui a dit que lorsque dans un contrat, il y a une clause de médiation qui est libellée indiquant que les parties doivent engager une médiation et qu'une partie assigne l'autre sans avoir mis en œuvre la médiation, quelle est la sanction?
La sanction, elle est redoutable. C'est l'article 122 du Code de procédure civile. C'est une fin de non-recevoir. Et en plus, la fin de non-recevoir est particulièrement atroce parce qu'on peut la soulever à tout moment dans la procédure. C'est-à-dire, vous pouvez laisser enferrer votre adversaire, à plaider des tas de trucs. Vous découvrez tout ce qu'il veut dire, tous ses points faibles. Et puis, en cours de procédure, vous lui balancez une fin de non-recevoir et il est fichu. Donc, je ne peux pas vous donner tous les détails des clauses, mais il faut bien réfléchir au contenu des clauses avec des tas de précisions pour que cette clause soit efficace et opposable. Troisième petite observation, ça pose des tas de problèmes passionnants de procédure. Parce que dans la clause de Med-Arb, s'il y a une clause qui est mal rédigée et qu'une partie néglige d'aller en médiation, l'autre partie pourrait éventuellement soulever une fin de non-recevoir, elle attend peut-être pour le faire ou pas, mais on se trouve de plein fouet pris avec les règles de l'arbitrage. Parce qu'en matière d'arbitrage, il y a une fameuse règle qui s'appelle la règle de compétence-compétence. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une règle qui fait que les arbitres sont maîtres de l'analyse de leurs propres compétences. Et donc, lorsqu'il y a une clause de Med-Arb, qu'est-ce qui va se passer quand une clause n'est pas très bien rédigée, qu'on va se demander si finalement les arbitres qui ont été saisis sont compétents, puisque avant la médiation n'a pas eu lieu et qu'il y aurait pu avoir une fin de non-recevoir. Alors, je n'ai pas inventé ça toute seule, je vous rassure, mais les éminents spécialistes de procédure civile que j'ai entendus il y a 48 heures dans la maison des avocats nous ont dit voilà, ça c'est des pistes de réflexion qui vont être extrêmement importantes. Autre piste de réflexion, nous sommes très favorables à la CE, à la mise en œuvre du droit européen. On incite nos chers confrères à adopter le réflexe européen, ce qu'ils ne font pas suffisamment. Or, vous savez que dans les grands principes du droit européen, article 6, on a droit à accéder au juge, on a droit à avoir un procès équitable. Si les arbitres saisissent des problèmes de compétence et de qualité de la procédure, et qu'une partie dit mais moi je suis désolée, je voulais aller au juge, j'ai pas pu faire valoir mon droit sur mon exception de fin de non-recevoir, c'est l'arbitre qui va s'en occuper, ça pose un vrai problème aussi d'application des règles du droit européen à cette partie-là de la médiation et de l'arbitrage. Donc ça, ce sont des questions passionnantes, et je finirai en disant que ça remet à juste titre le rôle des avocats, je change de casquette, en première ligne, parce que là, les avocats qui doivent aider leurs clients à rédiger des clauses valables doivent réfléchir à ce type de clauses, à les proposer aux clients et à essayer de faire des clauses valables pour qu'elles ne soient pas frappées de nullité ou d'infamie quand il y aura une grosse procédure. Donc, c'est ouvert pour vous qui êtes étudiant en droit de réfléchir à tout ça et de faire évoluer plus tard la jurisprudence.